Bien le bonjour. En ce mois de janvier de l'an de grâce 2022, j'ai vu pas mal de films, 45 pour être précis ce mois-ci, certains que j'ai beaucoup aimés, d'autres beaucoup moins, mais j'avais envie de tester un nouveau format et donc de vous présenter brièvement les 5 d'entre eux que j'ai le plus appréciés, uniquement des découvertes personnelles, et j'espère ainsi vous donner envie d'en découvrir au moins un. Voilà, ça me semble être un bon objectif. Donc on commence tout de suite, et nous partons pour le Japon. Dans les années 80, fin 80, 1989 exactement, Pluie Noire de Imamura Shohei, qui est probablement le film qui m'a le plus impressionné ce mois-ci. Nous sommes le 6 août 1945 à Hiroshima, et c'est un jour de canicule. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations quotidiennes, quand soudain... La ville est rasée en quelques instants par la première bombe atomique de l'histoire. Et c'est donc de manière très frontale qu'Imamura nous montre la catastrophe à travers les yeux de personnages qu'on vient à peine de rencontrer et auxquels on va s'attacher immédiatement. La performance de Tanaka Yoshiko, qui interprète le rôle principal, Yasuko, est vraiment bluffante. Le film va se décliner en deux parties, donc la première le jour du drame, et la seconde a lieu quelques temps plus tard, et va s'intéresser à l'impact qu'a eu cette journée sur l'existence de ses victimes. Donc elles sont peut-être toujours en vie, mais forcément, elles sont toutes condamnées sur plus ou moins long terme. Que ce soit physiquement, enfin vraiment la décrépitude qui arrive et qui est inéluctable, mais aussi socialement, car ces personnes, si l'on savait qu'elles étaient à Hiroshima ce jour-là, elles étaient rejetées par les autres, par peur bien souvent d'être contaminées à leur tour. Donc c'est un film choc qui aborde un sujet finalement assez méconnu et assez peu abordé au cinéma de façon chirurgicale, sans s'arrêter sur un détail, en laissant l'histoire se poursuivre et rencontrer l'histoire avec un grand H. Un gros coup de cœur personnel. La femme de l'aviateur d'Éric Rohmer, réalisé en 81. C'est un film qui se déroule sur une journée. C'est l'histoire de François, un jeune homme qui travaille la nuit, qui aime Anne, qui elle travaille le jour. Et donc ils peuvent jamais se voir. Concrètement, un matin, il la voit sortir de chez elle en compagnie d'un aviateur. Il essaie d'obtenir d'elle des explications, mais sans succès. Alors forcément, il n'arrive pas à dormir, donc il va errer dans les rues, et il tombe sur ce fameux aviateur en compagnie d'une autre femme. Il décide de les suivre, et dans sa filature, il rencontre une étudiante, Lucie, qui va l'accompagner dans son entreprise. Rohmer, c'est dans certains de ses films un cinéma plutôt théorique, où ça parle énormément, mais ce film, c'est le premier film de son cycle des comédies et proverbes. Et bien que ça parle toujours énormément, moi j'aime beaucoup ça de toute façon, on va trouver ici vraiment une très belle légèreté. Légèreté dans les personnages qu'on va suivre dans un Paris absolument magnifiquement filmé. Le personnage principal, c'est donc cet homme purement et simplement jaloux. Et ce côté blasé va être contrebalancé par la fraîcheur de la jeune Lucie, qui est interprétée par Anne-Laure Murray, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas très connue. Moi j'en ai marre, je m'en vais, tiens. Qu'êtes-vous fait si vous vous voyez? Mais enfin, vous pensez bien que je n'allais pas leur parler? J'en sais rien. Non, en fait, je crois pas qu'ils nous aient repérés. Et quant au troisième personnage, Anne, interprétée par Marie Rivière, elle aura tendance à passer un peu pour la méchante en quelque sorte, mais c'est pour moi un personnage vraiment complètement paumé, qui m'a beaucoup touché. Si vous connaissez pas Rohmer, d'ailleurs, c'est peut-être le film qui peut vous permettre de découvrir sa filmographie en partant sur quelque chose d'assez léger. Sinon, je vous aurais pas embêté comme ça. La rue de la honte de Mizoguchi Kenji, sorti en 1956, qui est le dernier film du cinéaste. Pour ceux qui connaissent pas Mizoguchi, c'est l'un des plus grands cinéastes de l'âge d'or du cinéma japonais avec Kurosawa entre autres. Dans ce film, nous suivons 5 femmes qui se vendent aux passants dans le quartier des plaisirs du Tokyo d'après-guerre lorsqu'une loi limitant la prostitution est sur le point d'être votée. Nous allons donc partager le rêve de chacune d'échapper de sa condition et de connaître une vie meilleure. Le point fort du film, je pense que c'est son casting féminin, qui est vraiment incroyable, avec une Wakao Ayako qui est en tout début de carrière et qui est vraiment brillante, mais aussi on retrouve Kyo Machiko, qui est l'une des grandes actrices du cinéma japonais de l'époque. C'est elle qu'on retrouve dans le Rashomon de Kurosawa, ou encore dans les contes de la lune vague après la pluie, de Mizoguchi toujours. Donc bref, casting de très haute volée pour le dernier film du cinéaste, passionnant, sur une société japonaise de l'après-guerre encore en pleine reconstruction, le tout abordé avec un réalisme sans concession. Après un dernier film, place en quelque sorte à un premier film, La Prison, 1949, réalisé par Ingmar Bergman. Si je dis que c'est son premier film, c'est parce que c'est le tout premier qu'il a écrit lui-même avec l'ambition de le réaliser. C'est en réalité son 6e film, mais ses 5 premiers, ce sont des films de commande. Là, je pense que je vais pas résumer l'histoire, c'est vraiment complexe, comme du Bergman, c'est vraiment le premier vrai Bergman. Il y a tellement de sujets abordés,
Peut-être le sujet principal, ce serait la mort de l'enfance, en ayant pour point de départ un infanticide justement. Donc c'est un sujet extrêmement délicat, hein, mais magnifiquement mis en scène par Bergman. Si j'ai vraiment aimé ce film, c'est pour deux raisons. La première, peut-être pour le générique du film. L'histoire commence avec Paul, un ancien professeur qui rend visite à l'un de ses anciens élèves devenus cinéastes. Et il va lui proposer une idée de scénario, réaliser un film sur l'enfer. Et donc à partir d'une simple conversation, donc qui va durer environ 10 minutes, et à travers la vie tourmentée de la plupart des personnages, l'enfer va prendre forme. Voilà, grosso modo. Et donc à partir de là arrive le générique, et c'est un générique qui est parlé. Parlé comme dans Le Mépris de Godard qui verra le jour 14 ans plus tard. Et ça c'est vraiment super intéressant, c'est presque avant-gardiste. Mais alors il y a une séquence qui est absolument magnifique, il s'agit du rêve de l'un des personnages, le personnage féminin du film, Brigitta Karolina. C'est une sorte de vision entre rêve et cauchemar qui révèle toute l'inventivité formelle de Bergman pour montrer les démons de son héroïne à travers un visuel impressionnant. Bon, dans ce film, comme dans beaucoup de films de Bergman, la plupart vraiment, il y a beaucoup à réfléchir, à digérer, mais il y a aussi des séquences comme celle-ci qui sont purement visuelles, qui sont incroyables, et qui sont à la fois des réflexions pour les personnages, mais aussi une sorte d'explication par l'image de ce que propose Bergman, afin de jamais perdre le spectateur. Et ça apparaît dès la prison en 49, qui est très loin d'être le Bergman le plus connu, mais qui est déjà un véritable bijou et qui annonce tout ce qui suivra par la suite. Et enfin, le petit dernier, film français avec Jean Gabin et Michel Morgan, Remorque, de Jean Grémillon. Donc c'est la troisième rencontre à l'écran entre Gabin et Michel Morgan, dont tout avait commencé en 1938 avec le fameux Quai des Brumes et sa célébrissime réplique « T'as de beaux yeux, tu sais ». Et ils se sont retrouvés un an plus tard pour deux films, Le Récif de corail, qui est très dispensable, et Remorque donc, qui est à mon sens, et c'est très personnel, le meilleur des trois. Donc on va suivre Jean Gabin, qui incarne André Laurent, le capitaine remorqueur du Cyclone qui risque sa vie tous les jours pour sauver celle des autres. Il est marié à Yvonne qui souhaite qu'il quitte ce métier, mais bon, comme tout marin qui se respecte, il a pas envie. Alors qu'ils sont aux noces de l'un de ses membres d'équipage, ils sont appelés pour porter secours au cargo Mirva. Alors déjà, ce film est très peu connu, comme son cinéaste, Jean Grémillon. C'est une sorte de réalisme poétique. Enfin, la mer est filmée de façon incroyable. Gabin, bon évidemment, il est exceptionnel comme d'habitude. La qualité des seconds rôles, dont on prenait vraiment grand soin à l'époque, est épatante. Tout le monde joue superbement. Michel Morgan, donc, qui est sur le cargo qu'on va venir tenter de secourir, elle est vraiment magnifique elle aussi. Là, le rapport entre les deux, c'est plus trop le... T'as de beaux yeux, tu sais. Bon, par contre, c'est un peu plus... Regardez-moi bien, est-ce que j'ai l'air d'un homme qui croit pas les femmes? Non. Alors, ça va vous amuser, un homme qui ne sait pas ce qu'il dit, qui bafouille, parce que je me rends compte que je ne sais pas ce que je dis. En tout cas, je vous préviens, avec moi, vous perdez votre temps, vous savez. Voilà, bon, le scénario est top, les dialogues sont aux petits oignons, en plus la photographie est sublime. Alors, vraiment, il faut voir Remorque, il faut parler de ce film, c'est un très grand film du cinéma français d'avant-guerre, et en plus c'est le dernier ou l'un des tout derniers que va tourner Gabin avant de partir pour la guerre. Eh bien j'espère vous avoir donné envie de voir un ou plusieurs de ces films qui m'ont marqué ce mois-ci. Allez au cinéma, voyez des films quels qu'ils soient, prenez soin de vous, et à très bientôt.